Le port du Havre, la porte d'entrée de tous les produits que nous consommons chaque jour. 68 millions de tonnes de marchandises du monde entier transitent ici chaque année pour desservir la France et l'Europe. Là-dedans, c'est peut-être des caméscopes, des télés, de la porcelaine. C'est quand même extraordinaire de se retrouver acteur de tout ça. Véritable poumon économique dans notre pays, Le Havre, c'est le premier port pour le commerce extérieur de la France. Et c'est parti mon kiki. Donc c'est ce bateau-là, ce porte-conteneur, que nous allons crocher par l'arrière. Marins, pilotes, dockers, douaniers, 24 heures sur 24, plus de 15 000 employés font tourner cet univers fabuleux, parfois au péril de leur vie. Il faut maîtriser aussi ses peurs parce que le fait d'être à 16 mètres de haut en permanence, c'est stressant, il faut être toujours en mouvement. On va se rendre compte de s'il y a de la tension ou pas à bord. Ça arrive. Pendant 6 mois, nous les avons suivis dans ce monde de démesure qui s'étend sur plus de 10 000 hectares, l'équivalent de la ville de Paris. À part le métier de docker, je ne connais pas de profession où on retourne sur son lieu de travail à la retraite. Quand on est docker à vie, on ne peut rien faire d'autre. C'est pas possible. Tout le bateau est bien équipé, il y a grand confort. Ici, vous avez ma chambre. Et pour la première fois, ils nous ont autorisés à entrer dans les coulisses du port du Havre. C'est énorme. Chaque jour, 50 navires transitent ici. Parmi eux, les plus gros porte-conteneurs du monde. Ils mesurent près de 400 mètres de long. Pour accueillir ces mastodontes, Le Havre a fait bâtir Port 2000, un terminal unique en France, construit en eau profonde, sur un quai d'une longueur de 4 km. Chaque année, 300 gigantesques porte-conteneurs viennent accoster ici. Mais pour des questions de sécurité, les commandants de ces énormes bateaux ne sont pas autorisés à être seuls aux commandes quand ils naviguent dans le port. Chaque jour, des pilotes du Havre montent à bord pour les aider. Et pour rejoindre le commandant du bateau, un seul accès, une simple échelle de corde. Une mission à haut risque qui s'effectue alors que le navire est toujours en marche. Et ce par tous les temps, de jour comme de nuit. Une fois que le bateau est sorti du port, les pilotes laissent la barre au commandant et quittent le navire. 55 pilotes au Havre se répartissent le travail. Ils montent et descendent des échelles qui mesurent parfois plus de 12 mètres de haut. Xavier est l'un d'eux. Il est pilote au Havre depuis 10 ans. Faut pas tomber, faut pas glisser, faut pas lâcher non plus, quoi qu'il arrive. Et il faut faire attention de ne pas se faire écraser les jambes par la vedette. L'hiver, effectivement, quand il y a vraiment du mauvais temps, des grosses tempêtes comme on a eu, tomber à l'eau à 2 heures du matin dans une mer déchaînée, on sait que ça va être difficile. Ça va être difficile de retrouver la personne. Il faut la retrouver tout de suite. Soit on ne la perd pas de vue et on arrive tout de suite à la récupérer, soit effectivement, si on vous perd de vue, déjà vos chances sont très compromises. Ça peut arriver que parfois une main n'est pas bien prise, on se retrouve accroché à une main ou qu'on sente la vedette qui nous rattrape les jambes parce qu'il y a de la mer et elle remonte sur la vague et on sent nos jambes qui commencent à se faire pousser, ça arrive, oui, ça arrive. Après coup, on
peu, à voir les jambes qui tremblent un peu en se disant tiens là, je suis pas passé loin de la correctionnelle. Non, moi ça m'est juste arrivé une fois en montant l'échelle, il y avait une guêpe je pense ou une abeille et j'ai mis la main dessus. Et effectivement, le réflexe, c'est d'ouvrir la main. Donc j'ai ouvert la main et puis j'ai vu tomber l'abeille. Mais bon, après j'ai continué. Bon, j'avais la main un peu gonflée à la fin de mon tour, mais voilà, l'instinct fait quand même qu'on reste, même si ça fait mal, on reste accroché à l'échelle. Mais l'instinct ne suffit pas toujours. Chaque année dans le monde, des pilotes se noient malgré leur gilet de sauvetage. Le dernier accident, c'était il y a 8 mois dans le port de Hambourg. Le pilote a glissé sur un barreau de l'échelle avant de tomber dans les eaux glacées de la mer du Nord, où il est mort d'hypothermie. Mais l'autre défi pour les pilotes, c'est de manœuvrer les plus gros porte-conteneurs du monde. L'un d'eux s'approche, c'est un monstre. Il est aussi haut et aussi large que l'Arc de Triomphe de Paris. Et sa longueur équivaut à 4 terrains de football. À la tombée de la nuit, le bateau a l'autorisation d'entrer dans le port. Un pilote part le chercher. La manœuvre va être périlleuse, car ce soir, la mer est agitée. Alors, ça y est, nous sommes partis là, en route pour servir le CMA-CGM Jules Verne. C'est le plus gros navire français à l'heure actuelle. 396 mètres de long, 50 mètres de large, un peu plus. Donc là, nous sommes 2. Pourquoi 2? Parce que c'est quand même un bateau au gabarit exceptionnel. C'est vraiment un très gros navire. Il est très lourd. Là, ce matin, il est chargé à 15 mètres 10, donc il sera quasiment à son déplacement maximum. Il fait nuit, on a de la pluie, on aura peut-être un peu de vent. Donc, toutes les conditions sont réunies pour que ce soit un exercice où la concentration va être importante. Le géant des mers sort de la nuit. Sur ce type de navire, l'échelle est petite, car le pilote passe par la cale. On a souvent une appréhension petite, elle est nécessaire. On ne va pas la fleur au fusil sur nos bateaux. On s'entraîne au quotidien puisque c'est notre métier. Mais on s'y prépare surtout pour des navires un peu particuliers comme ça. Le transport maritime, c'est une expédition maritime à chaque fois. Et donc, il y a toujours des surprises. C'est ça qui va faire qu'on va avoir une certaine appréhension. Le poste de pilotage est situé à 45 mètres au-dessus de l'eau. Là, on va arriver à la passerelle. On prend contact avec l'équipe passerelle, donc principalement le commandant. On va se rendre compte de s'il y a de la tension ou pas à bord. Ça arrive. Hein. Pas toujours, mais ça arrive. Thierry et Erwan, son copilote, doivent grimper 8 étages pour rejoindre le commandant. Bonjour. Bonjour, commandant. Bonjour, commandant, bonjour. Le poste de pilotage est dans le noir complet pour que la vision de la mer soit optimale. Exceptionnellement, Thierry nous a autorisé à éclairer légèrement la passerelle. Premier geste, prendre contact avec la capitainerie du port. Havre-Port, c'est ma CGM Jules Verne, bonjour. Oui, bonjour à tous. Alors Thierry Gazangel, pilote à bord, Erwan Enaf aussi. On est à 1234, on fait route pour le Havre 11, Cap Whisky. Alors trafic, vent, s'il vous plaît. Ouais, bonjour messieurs, vous croiserez le Pengalia qui a mis à bord à 5h30. Et le vent actuellement à Port-de-Nuit, il y a 14-15 nœuds de sud-ouest. Très bien, merci. Donc on prendra 2 remorqueurs, s'il vous plaît. 2 remorqueurs, ok, je vous rappelle. À peine arrivé, l'une des situations les plus délicates se présente. Le croisement avec un navire sortant du port. Le pire des scénarios, ce serait quoi là? Le pire des scénarios, c'est horrible. On préfère pas y penser. On n'a pas le droit de se tromper.
trop de millions en jeu, trop de vie en jeu? Tout, oui, bon, forcément l'humain en premier, mais les sous sont pas loin derrière, quoi. Entre la valeur du bateau et son chargement, Thierry a plus d'1 milliard d'euros entre les mains. Salut Gilles, je viens de passer 5-6. Bon, j'ai ralenti, hein. Je vais au minimum. On se croise avant 17-18. Désormais, le seul maître à bord, c'est Thierry. Il va diriger le commandant ainsi que son second qui est à la barre. Il faut 15 ans pour être pilote au Havre, 5 ans d'études, puis 10 ans de navigation en mer. Les pilotes, c'est l'élite, le corps de métier le plus diplômé, le plus prestigieux du port. Il y a deux éléments quand on est dans une approche portuaire. Le commandant, lui, connaît très bien son navire, il maîtrise son équipage. Et nous, on est l'expert local, c'est-à-dire qu'on connaît toutes les contraintes liées à l'environnement. Parce que d'un pays à l'autre, ou même d'un port à un autre, c'est souvent différent. Et puis, normalement, le pilote a une bonne dextérité à la manœuvre et une expérience importante pour faire face à toutes les situations. Et croiser un navire est particulièrement risqué. Le chenal qui mène au port n'est large que de 300 mètres. Un espace très étroit pour deux énormes bateaux. If you have trouble for steering, you tell me. Les deux navires se croisent. Alors j'étais un peu en retard, mais ça s'est très bien passé. Donc là maintenant on réduit l'allure pour passer les digues à une vitesse raisonnable. Le Jules Verne entre à présent dans Port 2000. Un autre moment crucial pour Thierry. Il faut mettre à quai le mastodonte qui est chargé à bloc. 165 000 tonnes de marchandises réparties dans 16 000 conteneurs. Erwan, le copilote de Thierry, travaille au Havre depuis 1999. Au cours de sa carrière, il a vu les navires se métamorphoser. Plus le bateau est gros, plus le bateau est difficile à piloter. Les compagnies maritimes construisent de plus en plus des plus gros navires pour transporter beaucoup plus de conteneurs, de boîtes de conteneurs. Sur le type de navire, on en est maintenant à plus de 13 000 boîtes. Et il y a encore 15 ans, lorsque je suis rentré au pilotage, les plus gros navires, c'était des 250 mètres. Maintenant, on arrive à des 400 mètres. Jusqu'où irons-nous ? On sort parce que là, on se rapproche du quai. 60 mètres. 60. Au niveau visuel, il faut vraiment être très précis. Il faut vraiment que je vois le quai. Il faut que je vois le bord du bateau. C'est tout. On va à 26 en route, comme vous êtes, c'est bien, la côté nord. 40 mètres. 40. Donc là, il faut qu'on avance de 10 mètres à peu près. Thierry doit garer le navire au centimètre près. Sur le quai, la voiture avec le gyrophare lui indique la limite à ne pas dépasser. En avant très lente. Devant tous ces portiques, on ne peut que se dire que c'est vraiment un monde de démesure. Là, on a 6 portiques au milieu du bateau. Ils sont beaucoup plus hauts que nous. C'est énorme. Position. Oui, c'est énorme. Je vais voir pour la couper. Oui, merci. 10, à reprendre demi. Plus que quelques centimètres et le porte-conteneur va toucher les défenses du quai. Oui. Stop machine. Ça y est, le bateau est égaré. Bon là, ça s'est très bien passé, c'était fluide et puis surtout on est arrivé à quai sans dommage. Et c'est ça qui compte. À l'aube, le déchargement commence. Il va durer 7 heures. À partir de maintenant, les conteneurs entrent dans le royaume des dockers. Ce sont eux qui vont prendre en charge les marchandises jusqu'à ce qu'elles quittent le port pour être livrées en France et en Europe.
Chaque année, les dockers du Havre chargent et déchargent 2 millions de conteneurs. Et il faut faire vite. Ici, un bateau reste en moyenne une journée à quai. Un délai record qui permet au Havre d'afficher le temps d'escale le plus court d'Europe. Charles fait partie des 2500 dockers présents au Havre. Sa mission, piloter ces immenses portiques. Il est 8 h du matin, il vient prendre sa relève. Salut Jérôme, c'est Ati. Bien, c'est bien passé? Là, il y a le secondaire qui a du mal à fonctionner, on fait un premier essai. Ok. Nous, on est en charge 40 en cale là. Ok, ça marche. Bon bah écoute Jérôme, à la prochaine mon poulot. Donc voilà, la première chose pour un portiqueur, c'est de la prise de poste. Donc, première chose, réglage de son siège. L'ergonomie du poste. Donc, je vais gonfler mon siège, car mon prédécesseur était un peu plus petit que moi. C'est important d'avoir une assise confortable. Hop, sachant que le mieux, c'est comme ça. Les pieds bien calés et les coudes à peu près à 10 cm de l'assise. Voilà. Les jambes bien écartées pour avoir un bon angle de vue au niveau de son travail. Alors là, vous vous accrochez un petit peu, je vais aller chercher un conteneur. Chaque détail compte, car Charles va rester 2 heures dans sa cabine, à 43 mètres du sol. Sa concentration doit être optimale, car la cadence est soutenue. Il doit soulever et charger 30 conteneurs, soit un conteneur toutes les 4 minutes. Et pas question de les abîmer. Alors, la boîte est pas à l'aplomb. Ça fait 20 ans que je conduis les portiques à conteneurs. Je suis passionné par ce que je fais. Quand on a la chance de rentrer sur le port, on fait son métier du mieux possible, quoi. C'est grisant quand même de conduire tels engins. Hop. J'ai des centreurs qui m'aident à prendre le conteneur quand il n'est pas tout à fait en face. Je suis bien partout dans mon conteneur. Je verrouille, la lumière passe au rouge, c'est bon, il est verrouillé, je peux virer doucement. Il faut avoir une vue vraiment au top niveau. On nous appelle les hommes au regard d'aigle, ça rigole pas. On a un rôle important dans la chaîne logistique. On fait quand même partie des travailleurs qui faisons entrer et sortir toutes les marchandises en France et en Europe. Le Havre, c'est la porte d'entrée de toutes ces marchandises-là. C'est quand même extraordinaire de se retrouver acteur de tout ça. C'est important. Au début, on se pose la question, qu'est-ce qu'il y a dans ces conteneurs? Là-dedans, c'est peut-être des caméscopes, des télés, de la porcelaine. Ça fait partie des questions qu'on se pose au début. Après, bon, non, c'est un... Vous voyez, là, par exemple, je m'enquiquine parce que le bateau a bougé, je suis plus à l'aplomb. Il faut que je me décale. Là, il va falloir que je me déplace, car je ne suis pas à l'aplomb. Comme je suis très fort, je vais m'en sortir. Voilà, hop, hop. On pose les conteneurs juste à leur taille. Ils font 40 pieds et l'emplacement à bord du bateau fait 40 pieds. C'est sur 4 galoches. C'est 4 galoches ou 4 glissières, mais c'est vraiment au poil de cul. C'est vraiment très minutieux. Autrefois, il faut savoir que tout se faisait, ce qu'on appelait le divers. Tout se faisait avec la main de l'homme. C'était des bordées entières de dockers qui déchargeaient tous les bateaux à l'intérieur de leur cale. Ça fourmillait de dockers partout, à bord des navires, à terre, dans les hangars. Jusque dans les années 70, les dockers travaillaient dans des conditions épouvantables, chargeant et déchargeant la marchandise à dos d'homme, au péril de leur vie. Les morts et les accidents de travail étaient nombreux. Ils étaient payés à la journée, de façon très irrégulière. Précarité, misère, injustice sociale, les dockers ont décidé de réagir.
Ils se sont tous rassemblés autour d'un syndicat créé au début du siècle par les premiers dockers et une longue histoire de lutte ouvrière a alors commencé. Grève, blocage des ports, jusqu'à l'obtention en 1992 de meilleures conditions de travail, d'un salaire mensuel et de droits à la retraite. Mais la lutte ne s'est pas faite sans dégâts. Leur rudesse et leur combat ont donné aux dockers une image de voyous. Face à cette mauvaise réputation, les dockers se sont fermés et sont restés entre eux, se transmettant le métier de père en fils. De ce passé de lutte, les dockers ont conservé une volonté féroce pour préserver leurs acquis. C'est un des derniers grands bastions ouvriers. C'est une fierté pour moi d'en faire partie. Effectivement, l'industrie s'amenuisant petit à petit, Docker, WAV, ça représente quelque chose, quoi. C'est un symbole. Et j'en suis fier, particulièrement, pleinement. Et ce que les dockers cultivent plus que tout, c'est leur esprit de famille. Nous sommes au foyer des dockers, là où toute la famille docker se retrouve pour déjeuner ou prendre un café. Il y a aussi bien des dockers en activité qu'à la retraite, mais aussi leurs épouses et leurs enfants. Moi, je me souviens de cette expression-là. Quand tu le disais, la tarte au début, enfin, faut connaître. Karine et Christelle sont filles de dockers. Elles ne travaillent pas ici, mais viennent de temps à autre. Enfin, moi, il n'y a pas une journée où je passe pas par le port pour aller travailler. Moi, pareil. J'habite Honfleur, je pourrais passer par l'autoroute. Surtout pas. Mais jamais. Je passe toujours par le port. Et je passe devant le hangar 131, devant le 122, et voilà. Et c'est bête, mais... Je passerai pas par l'autoroute. Non, je passe tous les jours par le port. C'est pareil. Mais même là, vous pouvez regarder autour de vous, les gens qui sont là en train de boire un café, il y en a plein qui sont plus en activité. Et pourtant, ils viennent là prendre leur café 1 fois par semaine, 2 fois par semaine, 3 fois par semaine, peut-être tous les jours. Comme papa, moi je sais que voilà, papa il est à la retraite depuis un bon moment maintenant et moi je sais que quand je le cherche le matin vers 11h, bah, papa il doit être au foyer en train de prendre son café. À part le métier de docker, je connais pas de profession où on retourne sur son lieu de travail à la retraite. Ça c'est incroyable quoi. Voilà, c'est même les dockers qui sont en vacances viennent ici. Voilà, prendre leur café, venir chercher un sandwich. Voilà, il n'y a pas de profession où ça existe, à part celle-ci. Vous avez 2 filles. Honnêtement, vous avez regretté de ne pas avoir de garçon? J'ai pas eu d'autre choix que d'accepter la nature. Oh, t'es ravie. Daniel a 72 ans. Il a commencé sa carrière de docker en 1960, en déchargeant les marchandises sur son dos. Même si le métier s'est aujourd'hui mécanisé, les dockers ne souhaitent pas de femmes dans le port, car les tâches restent trop physiques. Nous, on n'est pas fils, on n'a pas pu rentrer sur le port. J'aurais aimé être un garçon juste pour ça. Voilà. Moi, j'ai comblé parce que j'ai toujours travaillé avec un lien avec le port, avec le transport, le port et tout ça. Donc, j'ai fait une petite aparté dans les banques, mais je suis revenue à mes premières amours, le port. Donc, je suis toujours plus ou moins en lien. Mais si j'avais été un garçon, c'est sûr que j'aurais voulu être docker. C'est clair. Ouais. Ouais. Et comme ils se disent tous bonjour, moi, ils se disent tous au revoir. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Vous allez au Havre, quand c'est un docker qui a décédé, que c'est ses funérailles, vous avez tous les copains qu'il a connus. Alors vous voyez un petit peu le peuple que ça fait, qu'il a connus, qui sont là, qui viennent assister. Moi j'ai perdu mon frère en 2010. Je peux vous dire qu'il y avait, je sais pas moi, 500, 600 personnes à ses funérailles.
Mon frère était docker? Oui, oui. Puis on sait, enfin je sais que Karine comme moi, on sait qu'ils seront toujours là pour nous. Enfin voilà, même quand papa sera plus là, on sait que voilà, c'est une grande famille et qu'ils seront toujours là pour nous. Le plus tard possible, hein, mon papa. Mais voilà quoi, je sais qu'il y aura toujours des gens pour honorer sa mémoire. Qu'est-ce qui vous émeut? Bah ça, de savoir qu'ils seront toujours là quoi. Ça va, bien sûr, là, ça me touche énormément, forcément. Disons que c'est la récompense d'arriver à un certain âge et d'entendre ça de la part de mes enfants. C'est ma médaille. Ouais. Bah oui, mais nous, on va repleurer. Retour à Port 2000, dans le royaume des dockers. Après le déchargement par les portiqueurs, c'est maintenant aux chauffeurs de cavaliers d'entrer en scène. Ces véhicules de manutention qui servent à déplacer les conteneurs sur le terminal jusqu'au camion de livraison. Un balai incessant qui a lieu jour et nuit. Les terminaux de Port 2000 peuvent stocker près de 100 000 conteneurs de marchandises sur plus de 170 hectares. Chaque jour, les cavaliers chargent et déchargent plusieurs centaines de semi-remorques en provenance de toute l'Europe. Eric est docker depuis 25 ans. C'est l'un des plus anciens chauffeurs de cavaliers du port. On est beaucoup à travailler sur le terminal. En permanence, il y a une trentaine ou une quarantaine de cavaliers qui travaillent en même temps. Donc on est toujours très vigilant quand on croise les autres. Parce que bah, voilà, il faut savoir se faire sa place et puis respecter aussi les règles de sécurité, comme sur la route, hein, ni plus ni moins. Il peut toujours avoir un danger qui arrive sur le côté, dans l'angle mort. Bah là, sur le cavalier, c'est ça, sauf que l'angle mort, il est multiplié par 10 ou par 20 par rapport à un véhicule comme une voiture, par exemple. Eric déplace 15 conteneurs par heure. Ils pèsent entre 20 et 40 tonnes chacun. Une charge très difficile à manœuvrer quand on conduit à cette hauteur. Il faut maîtriser aussi ses peurs parce que le fait d'être à 16 mètres de haut en permanence, avec des mouvements un peu bizarres du cavalier, parce que le cavalier a des gros problèmes de stabilité, hein, sachant qu'on a le poids sur la hauteur, il faut bien maîtriser la stabilité. Voilà, c'est fatigant, c'est stressant dans le sens qu'il faut être toujours en mouvement, toujours regarder tous les angles pour être sûr de travailler en sécurité. À l'intérieur des conteneurs, il peut y avoir aussi bien des vêtements, de l'électroménager ou des produits dangereux. Ceux-ci sont alors signalés par l'ordinateur de bord. Là, en l'occurrence, celui que je transporte, c'est un conteneur avec des produits corrosifs dedans. Il y a des conteneurs, ça peut être des explosifs, ça peut être des acides, ça peut être des gaz aussi. On transporte aussi des citernes avec des gaz toxiques dedans. Donc toutes ces marchandises-là nécessitent des précautions supplémentaires. Il faut les manipuler avec la plus grande précaution pour éviter les accidents. La marchandise sera livrée dans 4 heures dans la région parisienne. Là, on charge un routier. C'est des petits verrous. Hein, c'est vraiment petit, donc il faut à la fois de la précision, de l'adresse, parce qu'autrement, le routier le refuse, hein, tout simplement. Il ne peut pas rouler sur la route avec un conteneur qui tient que sur une partie. Donc après, lui, il fait le tour de son conteneur, il le verrouille, et ça lui permet de rouler en toute sécurité sur la route, sans perdre son conteneur par terre. Mais les dockers ne s'occupent pas seulement du chargement et du déchargement des marchandises. Ici, un atelier de réparation des cavaliers, entièrement géré par des dockers mécaniciens.
Aujourd'hui, les dockers gagnent en moyenne 2300 € par mois. Et on peut être docker et travailler dans un bureau. 24 heures sur 24, ces dockers organisent le flux entre les bateaux et les marchandises. Une prouesse logistique. Nicolas s'occupe du montage. C'est lui qui répartit les conteneurs qui seront chargés au sein du navire, car chacun a une place bien précise. Chaque couleur correspond à une destination en fait. Le marron, là, il va à Ningbo. Celui-là, il va à Ningbo. C'est un port chinois, voilà, c'est ça. Ça va en Chine. Après, Shanghai, orange, voilà. Et le bleu foncé, c'est le port Kaishun, quoi. Après, voilà. Pour assurer la stabilité du bateau, Nicolas doit aussi veiller à la répartition du poids entre les conteneurs. Toujours le lourd au fond en allant au plus léger. Et sur les pontées, pareil, le lourd à pied, à plafond et en montant. C'est un jeu de couleurs et puis il faut tout bien contrôler en fait. Sur 3, un trou, sur 3, sur 2, sur 20, sur 3, un trou, sur 3. On a un jeu de Lego avec les 20 000 boîtes sur le terminal, on a un jeu de Lego avec les bateaux. C'est le même système. Comme on a un jeu de Lego, vous avez vu sur le montage des navires. C'est exactement la même chose. Vous aimez jouer? On n'a pas le choix. J'adore Tetris. Sur les 4, t'en as 2 qu'on avait en décharge à la 18. Portiqueur, chauffeur de cavalier, logisticien. Il existe en tout 17 corps de métiers différents chez les dockers. Un atout considérable qui leur permet de gérer eux-mêmes l'intégralité des mouvements des marchandises sur le terminal. Ouais, super. L'amour de notre métier, c'est ancré dans nos veines. Donc avant d'arriver ici, moi j'ai quand même été, j'étais au camion, j'étais au cavalier, on a fait plusieurs postes avant de... Donc c'est très diversifié. En fait on évolue au fur et à mesure, on démarre au bois d'échelle et en fonction de l'ancienneté, on évolue dans notre carrière. Donc les gars qui démarrent vont démarrer au bateau, en commis, etc. Et au fil du temps, ils acquièrent de l'expérience et ils montent dans la hiérarchie. J'écoute. C'est nous sur le 8 là? Ouais, c'est moi sur le 8, ouais. Ah, comment dire, je t'envoie Mathieu pour la perche. Ah ok, pas de soucis, s'il peut nous l'accrocher, il nous l'accroche côté terre, on va peut-être en avoir besoin pour ouvrir. C'est ici que commence une carrière de docker, dans les coursives d'un bateau, pour déverrouiller les conteneurs avant leur déchargement. Il y en a un qui se met avec toi et un qui se met avec GG. Ok? Faites 2 tirs. GG, tu vas te mettre avec... Ok, puis ils se mettent ensemble. Cédric est chef d'équipe. Il a 25 ans. Il fait partie des 200 jeunes dockers du Havre. La plupart commencent dès l'âge de 18 ans, comme dockers de bord. C'est un métier plus pour les jeunes que les anciens parce que voilà, c'est physique. C'est beau quoi. Une petite barre, en moyenne ça doit être entre 10 et 15 kilos à peu près. Après il y a aussi les grandes barres qu'on trouve essentiellement sur le large, sur ce bateau-ci, qui font jusqu'à une trentaine de kilos quand même. Après il faut pouvoir quand même les porter et avoir ce qu'il faut là où il faut quoi. Toujours faire attention au niveau de la sécurité surtout parce que c'est vachement important vu que c'est quand même assez dangereux. Il peut y avoir chute d'objets, en desserrant, se blesser avec la barre ou quoi, ça peut arriver très rapidement. On peut tomber aussi, oui. Normalement tout est fait pour éviter avec les garde-corps, mais ça peut arriver vite. Ouais. Très tôt, les jeunes appliquent une règle essentielle chez les dockers. Une solidarité à toute épreuve. Quand il y en a un qui a un souci, quand il y en a un qui a du mal, c'est l'entraide en fait, l'entraide entre nous quoi. Travailler en équipe comme ça, se soutenir, c'est ça le plus important. Ouais. C'est vraiment l'esprit, cet esprit-là qui me rend, qui me plaît le plus en fait. C'est un esprit différent quoi, que des autres entreprises. Quand on est docker à vie, on peut rien faire d'autre. C'est pas possible. Toute votre vie vous allez... Tous les jours. Excusez-moi. Ouais, je t'écoute, Nico. Mais chez les dockers, la solidarité s'apprend bien avant d'entrer dans un port.
Et l'apprentissage se fait notamment sur un stade. Allez, ça commence déjà à plus courir. Les Dockers du Havre ont créé cette école de rugby en 1967. C'est en quelque sorte la pouponnière des Dockers. Ce soir, c'est Fabrice l'entraîneur. Sa famille est Docker depuis 2 générations. Vas-y, va chercher. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans le fait de former ces jeunes, de les entraîner? De les voir comme ça. De les voir avec tout le groupe, avec les seniors et puis tout. Là, il y a une entente monstrueuse entre tout le monde. Là, tout le monde se respecte. Là, il y a mes 3 enfants là, qui sont dans le groupe. Là. Et j'attends encore un petit peu. Dans 2 ou 3 ans, il y aura mon petit-fils. Donc c'est excellent. Ici, 8 jeunes sur 10 sont des enfants de Docker. Ils ont entre 15 et 17 ans et sont encore au lycée. Ça réveille, hein. Tu dois avoir un petit bout de petit. C'est bon, ça. Se battre, s'entraider, résister, des valeurs communes au rugby et à la lutte ouvrière, si chères aux Dockers. On va y arriver au poteau là-bas, allez. Ce qu'on applique grosso modo sur le terrain, c'est exactement la même mentalité qu'on a au travail. Et on défend notre casse-croûte tous les jours. Et le fait d'être tous ensemble, ça aide? Bah forcément, l'union fait la force. Hein. Le terme, il le dit bien, hein, de toute façon. Hein. Si on est seul, voilà. Hein. Quand on est 2500, ça change beaucoup de choses. Il n'y a pas besoin d'être violent, hein. Juste d'être nombreux, hein. C'est tout. Hein. Allez, faut les marquer, il reste 2 mètres. Allez, combien calé, t'attends trop là. Allez, mon combien, vas-y, mon combien, t'es dedans. Ouais, ça c'est bon. Cette union, cette force, les jeunes ressentent très tôt de l'admiration pour les anciens. En guise d'hommage, Florian, le fils de Fabrice, a inscrit pour toujours le matricule de son père Docker. Je vais vous montrer ce que c'est que Docker, père en fils. Et puis c'est une grande famille. Ceci, c'est mon numéro de carte professionnel. Pour vous dire le respect. Ça commence comme ça. Ça sera à vie. Le petit fera la même chose. Retour dans le port. Il est 8 h du matin. Carlo prend son service. Allez, bon, c'est parti. On va aller rentrer un porte-conteneur. 260 mètres. Carlo est pilote de remorqueur. Il travaille au Havre depuis 30 ans. Les lunettes de soleil, parce qu'aujourd'hui, comme d'habitude, comme tous les jours, il y a du soleil au Havre. Havre-Port, VB10, bonjour. Bonjour monsieur, appareillage de Maseline pour servir le Hanse Courage. De tous les métiers portuaires, celui de Carlo est indispensable. Car si les gros bateaux ont besoin de l'aide des pilotes du Havre pour entrer dans le port, ils doivent aussi être remorqués. Ah, celle-ci va être belle. Voilà. Vous entendez la respiration du bateau? On dirait une baleine. C'est l'eau qui remonte dans les écubiers. Carlo navigue vers le large, à 14 km de l'entrée du port. C'est ici que les bateaux attendent qu'on vienne les chercher. Et c'est chacun son tour. Ce matin, il y en a 8. Notre navire, c'est pas le premier, mais c'est le deuxième. Hein, c'est le petit point à l'horizon. Le bateau que va remorquer Carlo se dirige vers le port. Le pilote du Havre, lui, est déjà à bord pour aider le commandant. On va le laisser passer. Donc c'est ce bateau-là, hein, ce petit porte-conteneur que nous allons crocher par l'arrière. Voilà, je vise bien. Et c'est parti mon kiki. Voilà. On se laisse dépasser et on va le rattraper. C'est l'étape la plus périlleuse de la mission de Carlo.
s'approcher au plus près du porte-conteneur pour le freiner. Tout seul, le porte-conteneur n'y arriverait pas. Il foncerait tout droit dans le port. Imaginez une patinoire. Sur cette patinoire, vous posez un semi-remorque de 40 tonnes et vous le lancez à toute allure. Bon, s'il freine, ses roues vont se bloquer et il continuera à glisser. Un navire, c'est la même image. Hein. S'il n'y a personne derrière pour l'arrêter, il peut courir à la catastrophe. Et avec votre petit bateau, vous arrivez à freiner ce gros bateau? Oui, un petit bateau costaud. On a 5000 chevaux. 5000 chevaux, c'est exactement la même puissance que le bateau que Carlos s'apprête à remorquer. Voilà, on va se coller sur le tableau arrière. L'équipage du Hanse Courage va nous envoyer une touline qui a plutôt l'air d'une amarre. Voilà, attention. C'est un moment sérieux. Il faut beaucoup de concentration. Il ne suffit pas de faire une fausse manœuvre et de se retrouver avec un marin les mains entre la remorque et un point fixe d'un des deux navires. L'autre difficulté pour Carlo, c'est de bien se maintenir à l'arrière du porte-conteneur. Son remorqueur est tellement proche que s'il dévie, il pourrait être aspiré sous la coque du navire. Alors il faut anticiper parce que les filets d'eau vont nous envoyer soit à droite, soit à gauche. Donc je dois sans arrêt compenser pour pas que l'avant de mon navire parte à droite ou parte à gauche. Frein desserré. En position, en position. Ouais, tiens, 18. 21 envoyé. Donc là on va se laisser traîner jusqu'à ce que le navire nous demande de le freiner, de l'orienter soit à droite, soit à gauche. On est un gros gouvernail actif. Le navire entre maintenant dans Port 2000. C'est parti. Alors c'est un créneau, sauf que la voiture mesure 140 mètres de long. Et là, je vais faire en sorte que le navire soit le mieux positionné possible. Tout doucement, Carlo va aider le porte-conteneur à se mettre à quai. Le créneau va être long, le temps que le bateau soit parfaitement aligné. 10, juste raid large. Juste raid au large, 10. Il est en contact radio avec le pilote à bord pour synchroniser leur manœuvre. Un tout petit coup au large. Un tout petit coup au large, 10. Voilà, donc je vais lui donner une impulsion au large, vraiment une toute petite impulsion. Et tiens bon. Voilà. 10, tiens bon. Donc l'impulsion qu'on vient de donner, Un petit mètre avancé, non? c'est à peu près 5 tonnes. C'est ça, donc de manière à dégager les deux bollards là. Après une demi-heure de manœuvre, le porte-conteneur est enfin à quai. Je suis largué, Claire. C'est terminé pour nous. Chaque année, les remorqueurs du Havre assistent 10 000 bateaux. Le Havre, une ville et un port dont l'histoire est intimement liée et dont le passé est tumultueux. Tout commence en 1517, quand François Ier donne l'ordre de construire le port. S'ensuivent des siècles de gloire, où le Havre connaît un essor fulgurant grâce à l'importation de café, d'épices et de coton. Mais les bombardements de la guerre 39-45 vont tout détruire. La ville est rasée à 80%. Le port n'est qu'un tas de gravats. Après ce désastre, il a fallu reconstruire la ville. La mission est confiée à l'architecte Auguste Perret, qui choisit un urbanisme durable et économique. Il fait bâtir des barres d'immeubles en béton armé avec de nombreux étages. Cette architecture donne au Havre un cachet typique, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2005.
De son côté, le port est aussi reconstruit. Il renaît enfin de ses cendres, notamment grâce aux importations de café. Cette activité existe encore aujourd'hui au Havre. Et c'est la dernière marchandise que l'on décharge toujours sur le dos, comme les dockers le faisaient jadis. Jean-François est importateur de café depuis 40 ans. Oui, Stéphane, il y a un peu de condensation là-haut. Il faudra regarder s'il n'y a pas quelques sacs. Ils n'ont pas mis de papier sur le dessus. En effet, ouais. Jean-François est présent à chaque ouverture de conteneur. Ce déchargement manuel lui permet de vérifier en un coup d'œil les sacs défectueux. Regarde le café. Ouais, c'est tiède. Il est tiède. Il est tiède. Alors, prends-en une feuille blanche et croque là, tu vas voir qu'elle est toute molle. Elle est molle. Regarde. Tu croirais du chewing-gum. Pour moi, ils sont molles. Oui. Hein. On voit que dans ce conteneur, il y a une anomalie. Ils ont mis du papier craft sur les côtés, au sol, mais ils n'en ont pas mis sur le dessus. Puisque la condensation, l'humidité remonte, se colle au plafond et après peut redescendre sur les sacs qui se situent en hauteur. Là, on se retrouve avec un sac qui a été mouillé par condensation. Donc tous ces sacs qui sont mouillés de cette façon vont être écartés, mis à part, pesés à part. Chaque sac pèse 60 kg. Dans le conteneur, il y en a 300. Les deux manutentionnaires vont donc répéter ce geste 150 fois. Ça fait depuis longtemps que vous portez des sacs de café? 23 ans. C'est une question d'habitude. C'est une question d'habitude. Et c'est quoi la technique? Le courage, surtout. Moi, je le fais le moral. Le moral, la foi, le moral, le courage. Les trois trucs, c'est bien. C'est un vrai savoir-faire, parce que certaines personnes n'arrivent jamais à effectuer cette opération. On voit qu'il reste très peu de temps sur leurs épaules, parce que le but, il n'est pas d'avoir une pression constante sur le dos. Par contre, le sac doit transiter simplement sur l'épaule. Et il doit être mis parfaitement sur la palette, parce que l'empilage des sacs nous permet d'avoir un bon arrimage après. Puisque si on construit des palettes un peu bancales, on ne pourra pas avoir un empilage de palettes. Ou alors tout risque de tomber. Chaque jour, 1 millier de sacs arrivent ici. Dans l'entrepôt, il y en a en tout 120 000. Mais aujourd'hui, il ne reste au Havre que 3 importateurs comme celui-ci. Car si le café a permis au Havre de devenir jadis le premier port européen pour son importation, la ville a perdu son leadership dans les années 70. Le port d'Anvers, plus compétitif, lui a volé la vedette. Aujourd'hui, Anvers importe 340 000 tonnes de café chaque année et livre un marché de masse. Le Havre importe seulement 120 000 tonnes, mais mise sur la qualité en s'adressant à un marché de niche composé de petits torréfacteurs. L'histoire du Havre et du café sont intimement liées. Et ça, je veux dire que c'est notre patrimoine. Donc notre patrimoine, je crois qu'on peut en être fier. Et il faut essayer de le conserver. Ah, le meilleur moment de la journée. Et pendant que Jean-François et son équipe font la pause café, un peu plus loin dans le port, certains conteneurs sont mis à l'écart avant leur livraison, dans un entrepôt, à l'abri des regards. Grégory est douanier. Chaque jour, il contrôle les marchandises d'une vingtaine de conteneurs avant leur entrée sur le territoire français. Qu'est-ce que c'est ça? En principe, ce sont des fers à repasser.
Chine. Tout vient de Chine. Beaucoup de choses viennent de Chine. Hop là. Donc il nous faut une notice en français. Oui. Différentes choses qui apparaissent, la puissance en volt également. Donc c'est bon. Et donc normalement on a une plaque, quoi, dessous, je pense. Voilà, voilà. Donc voilà, donc on a bien le modèle, c'est bien ce modèle-là, et la fabrication, et on a le distributeur, donc au cas où problème, il y a les coordonnées de tout, donc en termes de marquage, ça paraît correct. La première impression, elle est bonne. On va mettre dedans. La marchandise est aux normes pour pouvoir entrer en France. L'exportateur chinois n'a déclaré que des fers à repasser dans ce conteneur. Grégory veut s'assurer que ce soit bien le cas. Je voudrais voir un petit peu précisément ce qu'il y a dans le fond. Le conteneur a dû être un peu secoué, les cartons sont renversés. Je voudrais voir comment ça se fait. Je vais essayer de rentrer un petit peu plus dans le conteneur. Je voudrais voir un peu les références qu'il y a dans le fond. Parce que il y a différents types de cartons. Donc voir si ça colle, si je vois pas des choses qui sont pas normales. Grégory met un masque pour se protéger des gaz toxiques dégagés par les plastiques et les odeurs de colle des emballages. Les conteneurs contrôlés ne sont pas choisis au hasard. Ils sont rigoureusement ciblés par les services des douanes qui savent tout de la traçabilité des marchandises. Port d'embarquement douteux, importateurs déjà condamnés, produits dangereux ou origine suspecte, les douaniers ne contrôlent que les marchandises qui présentent un risque de fraude ou de danger pour les consommateurs. La même chose en différentes couleurs. Le chargement est propre dans le fond. Je pense qu'il n'y a pas... Là, comme ça, pour moi, il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, rien de particulier à signaler. Mais 3 jours plus tard, les services des douanes vont faire une saisie de contrefaçon exceptionnelle destinée au marché de la banlieue parisienne. Ici, on a du, je crois, c'est Gucci. Prada aussi, qui était avec Polo, avec Chanel, avec Vuitton, avec Givenchy, avec... qu'est-ce qu'on avait d'autre? Dolce Gabbana. Alors ça, c'est une saisie qu'on a faite sur un conteneur en provenance d'Asie. Et donc, c'était donc déclaré sac à main. Et on a décidé d'ouvrir et on a trouvé donc des gros sacs en plastique tissé dans lesquels, en fait, il y avait une cinquantaine de pièces de sac à main avec une partie contrefait et une partie non contrefait. Donc là, c'est Chanel qui est contrefait à l'envers, là, avec un magnifique GC. Ici, vous avez Louis Vuitton. Donc là, je pense qu'il y a une petite faute d'orthographe avec le L qui a été inversé avec le V. Donc on a Louis Vuitton qui est devenu Louis Vuitton. Ah, celui-ci, il comporte une bonne faute d'orthographe. Il s'appelle Gianni Versace. Au lieu de Gianni Versace. Donc il y a toutes les lettres y sont, sauf qu'elles ne sont pas dans le bon ordre. Et puis tu vois, regarde ici. Au total, 886 sacs ont été saisis, de 22 marques différentes. Tu vois, regarde là, on voit Ils viennent de Chine, comme 80% des contrefaçons saisies au Havre. C'est sale, pour partie c'est sale. Ah oui. C'est censé être dans des dust bags en plastique dégueulasses. Ah oui, alors la fourrure, les poils s'arrachent, alors forcément c'est lamentable quoi, c'est vraiment... Donc on voit clairement que voilà, ça c'est pas de la qualité, c'est clair. Et je pense qu'aucune marque digne de ce nom ne réalise de tels objets. Chaque année, les douanes du Havre saisissent 1 million d'articles contrefaits. Et il y en a de toutes les sortes. Traditionnellement, on pense aux sacs à main, on pense aux vêtements, mais on a pu voir des couches contrefaites, des pièces détachées automobiles contrefaites, on a pu voir des porte-clés contrefaits, des coques de portable, des piquets de clôture. Tout est absolument contrefait. Pas seulement le luxe. Pas seulement le luxe. Après, du coup, moi, je ne connais pas forcément. Tous ces sacs ont été détruits et l'importateur va être poursuivi.
Il risque 300 000 € d'amende et 3 ans d'emprisonnement. Après leur passage aux douanes, les marchandises sont libérées. Elles peuvent maintenant être livrées aux consommateurs. 3 moyens pour quitter le port. La route, le train ou encore le transport fluvial. Il est 8 h du matin. Le Bosphore, un bateau spécialement conçu pour transporter des conteneurs, s'apprête à remonter la Seine, du Havre jusqu'au port de Gennevilliers près de Paris. Un parcours de 350 km. Changement de décor total, le rythme frénétique du port fait place à la douceur de la Seine. Bac de la Bouille, Bosphore, bonjour. Bonjour monsieur, donc passage La Bouille actuellement pour le fluvial. À l'approche sur vous dans quelques minutes, à la montée. Oui, bonjour monsieur, aperçu, hein. Bonne journée. Également, merci. Le capitaine, c'est Bruno. Il transporte des conteneurs sur la Seine depuis 10 ans. On monte sur Gennevilliers avec 200 conteneurs pour un tonnage équivalent à 1650 tonnes. Et on va faire une livraison demain matin à 5 h. Donc là, nous allons faire toute la vallée de la Seine, qui est magnifique à voir, très jolie. En plus, la météo va être au rendez-vous. Donc, parfait, quoi. C'est vraiment complètement différent. On n'est pas dans la pollution des gaz, dans les bouchons. C'est un grand plaisir. Le voyage va durer 30 heures. Un trajet qui peut paraître long, mais qui est en réalité économique et écologique. Car avec ses 200 conteneurs à bord, le bateau de Bruno remplace 200 camions. Aujourd'hui, 250 000 conteneurs transitent par la Seine chaque année. C'est un conteneur sur 5. Je suis descendant de bateliers, quoi. Donc j'ai eu mes grands-parents qui étaient bateliers, mes parents. Aujourd'hui, je pratique ce métier-là, pas parce qu'ils le faisaient, parce que j'adore et j'ai eu le coup de cœur, quoi. Donc là, voici mon fils, hein, qui fait partie de mon équipage, donc qui est matelot, qu'il a comme grade matelot garde-moteur, hein, qui consiste à tout ce qui est guidage, amarrage, entretien du bateau, la cuisine, etc., quoi, polyvalent partout, quoi. C'est un plaisir de travailler ensemble et puis une fierté que l'un de ses enfants a voulu pratiquer ce métier-là. Donc l'idée venait de lui, donc encore mieux, quoi. Donc pour combien de temps, je sais pas, mais actuellement on travaille ensemble et puis on profite de tous ces moments-là, quoi. Bruno arrive maintenant au port de Rouen, le premier port européen pour l'exportation de céréales. Il s'étend sur 16 km le long de la Seine. Au fil de l'eau, des gigantesques silos à grains qui font le bonheur des oiseaux. Alors c'est des points stratégiques pour eux. C'est la grande cantine pour ces oiseaux. Les pigeons, c'est une cantine, on va dire les restos du cœur. Une grosse distribution par rapport à toutes les céréales, le blé, l'orge, le maïs. Tout est là pour eux et à volonté quasiment. Donc là-bas, vous apercevez la cathédrale. Le Bosphore montant d'Aval le pont de Flaubert. Tu vas y aller, Jason? Donc pendant le passage, Jason va aller sur le nez du bateau parce qu'à chaque passage de pont, il va falloir descendre la timonerie et donc la visibilité devient nulle pour moi. Donc Jason va être mes yeux à l'avant. Donc là, actuellement, je vais croiser mon collègue Loural,
Donc c'est les deux mêmes bateaux, hein. On fait le trafic tous les deux, c'est-à-dire que quand lui part de Gennevilliers, moi je pars du Havre, et vice-versa, quand lui part du Havre, moi je pars de Gennevilliers. Donc à longueur d'année, on a l'occasion de se croiser quasiment tous les 2 jours, quoi. Et là actuellement c'est plein de conteneurs qui se croisent, donc on va dire un peu plus de 400 conteneurs, quoi, pour 2 bateaux. Donc les mêmes dimensions, la même capacité. Le Bosphore et l'Oural font 4 allers-retours hebdomadaires et acheminent 1500 conteneurs chaque semaine. Un trafic que les ports du Havre, de Rouen et de Paris aimeraient doubler d'ici 5 ans. Pour cela, les 3 villes se sont réunies pour faciliter la navigation des bateaux et permettre au port du Havre de se prolonger jusqu'à Paris. C'est là-bas. D'accord. Donc voilà, nous allons passer l'ouvrage. Au revoir la visibilité. Enfin, je descends toute la timonerie et j'attends de passer tout le pont. Ouais, c'est ok pour moi, Jason. Ouais, c'est bon. Il faut faire attention aussi, surtout oui, aux conteneurs et surtout aux bateaux aussi. Passage du pont là. Donc là c'est les premiers, hein. Maintenant jusque Gennevilliers ça va être que ça, hein. Monter, descendre à chaque ouvrage. Et là c'est reparti, on monte la timonerie pour avoir une visibilité à l'œil nu. Bruno et Jason travaillent 1 semaine sur 2, mais ne sont pas seuls à bord. Ils sont 2 équipes et se relaient toutes les 6 heures. Ah, là la relève qui arrive. Salut. Salut. Tu vas bien? Ouais. Bon, je vous présente mon second capitaine. Changement de quart pour qu'on puisse aller se restaurer. C'est Joël qui vient remplacer Bruno. Bien dormi? Ouais. Comme d'habitude. Après 6 heures à la barre, Bruno rejoint son logement situé sous la cabine de pilotage. Oh, ça va, tu t'en sors? Ouais, nickel. Tu veux un coup de main? Voilà, c'est bon, j'ai fini de couper les saucisses. Il faut juste les faire revenir. Encore un petit repas léger pour ce soir. Les efforts et les réconforts. Tout le bateau est bien équipé, il y a grand confort. Chambre froide, 4 congélateurs, 3 frigidaires. Donc il y a vraiment ce qu'il faut pour faire sa petite vie à bord en continu, quoi. Ici, vous avez ma chambre. Au maximum, pendant un quart, 5h, 5h30 quoi, de sommeil. C'est l'un des meilleurs moments. Donc là, voilà, vous avez salle de bain, machine à laver, sèche-linge. La douche à l'italienne, la baignoire. Vous avez le temps de prendre des bains? Non. Non. Pas le temps. Il y a en tout 200 mètres carrés habitables. Le bateau est flambant neuf. Il fait partie d'une flotte de transport fluvial de nouvelle génération. Tout a été étudié pour le bien-être de l'équipage qui doit veiller pendant 30 heures d'affilée sur ces précieux conteneurs. Ça a l'air appétissant. Hein, je pense qu'on va bien se régaler. Ah oui, je pense aussi. Ouais. Pendant ce temps-là, Joël s'apprête à faire face à un moment délicat, le passage d'une écluse. Il y en a 10 sur le parcours. 25 mètres pour engager le pointille de droite, avec une bonne dizaine de jours. C'est Bernard qui va le guider à l'avant, car le bateau est très large et l'écluse très étroite. La manœuvre doit être parfaite, elle se joue au centimètre près.
Il faut venir très doucement et faire attention à ce qu'on fait, quoi. Ne pas donner de grands à-coups. Il faut être très précis, quoi. 8 mètres de jour à droite et la porte a du mal à fermer à droite. Encore une quinzaine de mètres pour engager le coin des masses. Faire attention au conteneur, à la marchandise. Parce qu'il y a des marchandises de valeur à l'intérieur, donc si on abîme les conteneurs, on abîme forcément ce qui est à l'intérieur. L'équipage connaît la nature du chargement. 4 mètres de jour pour l'avant. Mais par mesure de sécurité, il n'a pas le droit de la divulguer. Ce n'est qu'après le trajet que nous avons appris qu'il s'agissait de fours à micro-ondes, d'aspirateurs et de congélateurs. 1 mètre pour l'avant, 50 pour l'arrière, 80 pour l'avant, 60 pour l'arrière, toujours 40 pour l'avant. C'est bon comme ça, Joël. C'est passé pour celle-là. Il reste encore 10 heures de voyage. Il est 5 heures du matin. Le bateau arrive enfin au port de Gennevilliers, dans la banlieue parisienne. Au lever du jour, le déchargement commence. Ces marchandises du monde entier vont bientôt être livrées dans tous les magasins de France et d'Europe et approvisionner 450 millions d'habitants. Depuis leur arrivée au Havre, il n'aura fallu que quelques jours pour qu'elle soit à la disposition des consommateurs. Mais le port ne veut pas s'arrêter là. Des travaux d'agrandissement sont prévus pour doubler la capacité d'accueil des conteneurs d'ici 2020. Le Havre continue d'écrire sa fabuleuse histoire. Le Havre, un port clé pour notre économie, c'est aussi, on vient de le voir, une porte ouverte à la contrefaçon et parfois au trafic de drogue. Je vous retrouve tout de suite avec mes invités pour en parler.